Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et bonjour David. Bonjour Nicolas. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir David Lachet. On va parler évidemment de side business et puis plus particulièrement de ces nouveaux projets autour de la création d'une plateforme de revente de business et de side business. Donc pour commencer, David, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Écoute, la semaine passée, on m'a caricaturé en disant que j'étais l'entremetteur d'entrepreneurs avec OIMET, mais aussi le placard, et finalement, ça correspond bien. Ok, effectivement, la raison pour laquelle j'ai voulu faire venir David dans ce podcast, c'est parce qu'en fait, il a lancé pas mal de projets qui tournent autour de la création d'entreprise. Et je te propose peut-être qu'on commence avant même de parler des projets OIMET, peut-être ton parcours, peut-être tu as fait d'autres choses avant en matière de side business. Donc raconte-moi un petit peu ton parcours, peut-être les études, tes premiers projets d'entrepreneuriat, et puis on va creuser tes projets OIMET et le projet évidemment du placard. Donc un nouveau projet qui vient de lancer où on revend des projets un petit peu qu'on va venir déterrer, des projets un peu morts et qu'on va revenir sortir de terre. Ok, écoute, excellente question, c'est vrai qu'on va remettre un peu de contexte. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'à la base, je viens pas du tout de ce domaine-là entrepreneurial, quoique, je suis quand même fils d'agriculteur et de fermier, donc gérer une ferme, c'est quand même tout un projet Ok. aussi. Mais je viens en fait du côté le plus à l'aise de la Belgique. Grosso modo, de ma chambre, c'est à peu près comme si je voyais les Pays-Bas et l'Allemagne, donc vraiment les trois frontières. Je décide de faire des études, avec le soutien de mes parents aussi, puis je tombe à Louvain-la-Neuve, et là je découvre en fait l'univers entrepreneurial de par l'écosystème étudiant entrepreneur, incubateur, concours de pitch et compagnie. Ok. Je tombe un peu amoureux de tout ça. Je fais 1001 projets. Donc quand tu dis liste-moi les projets, je pense que là on est parti pour 1 heure et demie littéralement de projets. On a fait des trucs super cool avec mes potes, mais c'était plutôt des ah tiens, après les cours, on se retrouve autour d'un casier, on voit un peu ce qu'on peut créer et s'amuser à faire. Ça a été jusqu'à vendre des palettes pour étudiants, donc des palettes en bois, tu vois, les palettes de Ouais. transport, où on permettait aux gens de réaliser eux-mêmes leur mobilier d'intérieur et d'extérieur. J'ai toujours été nul en nom, donc on a appelé ça palette pour particuliers, et c'était vraiment très très fun, ça nous a appris à vendre des produits, à créer beaucoup de choses aussi. On a lancé des applications, on avait lancé une sorte de Snapchat avant Snapchat, c'est-à-dire que fan de football à l'époque, on permettait aux gens de partager les ambiances dans les bars pour voir dans quel bar est-ce qu'on pouvait aller pour aller trouver un peu Ok. le best spot ever. On Ok. n'a pas été jusqu'au bout du bout, mais c'était vraiment très très chouette comme expérience aussi. Enfin vraiment, 1001 projets, Ouais, raconte, sincèrement. creuse un peu. C'est intéressant de voir. Tu vois, est-ce que il y a un projet déjà, est-ce qu'ils ont été plutôt formateurs ou rémunérateurs? Tu vois, est-ce qu'il y a un projet qui vraiment tu dis, ok, tu as eu des déclics peut-être, tu vois, en se disant, ok, là maintenant j'ai compris que c'est ça que je veux faire, c'est entreprendre. Qu'est-ce que ça t'a Ouais. apporté un peu tout ça? Est-ce qu'il y a un projet ou l'autre où vraiment tu as pris des grosses leçons sur Ouais, l'entrepreneuriat? clairement, clairement. Formateur avant tout. Tu disais formateur ou rémunérateur, clairement formateur. Ouais. Et il faut aussi comprendre que quand tu es étudiant, enfin moi je l'ai compris maintenant et avec du recul je le comprends encore plus, c'est incroyable la marge de manœuvre que tu as. Donc Ouais. tu as beaucoup plus de temps que tu ne le penses en fait, si tu t'organises un tout petit peu par rapport aux études. Si tu as un job d'étudiant, moi je travaille dans les bars aussi pour payer des fois le loyer à la fin, mais c'est quand même gérable de... Le bar me permettait de fois vider la tête parce que j'étais en mode automatique et après, souvent de manière nocturne, j'avais tout le cerveau qui est en ébullition, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain et compagnie. Donc là, c'est un truc à ne pas sous-estimer. Et puis, tu as quand même un confort de vie où si tu es un petit peu soutenu par les parents pour le code, sauf si tu travailles aussi, tu as quand même une manière de gérer ton quotidien qui est moins sous pression financière. Tu n'as pas encore acheté de maison, tu n'as pas encore de famille, tu n'as pas encore d'enfants, tu n'as pas encore d'autres choses à gérer à ce niveau-là. Donc c'est quand même un luxe entrepreneurial où permets-toi de te lancer et de faire le plus d'échecs possible parce que c'est là que c'est le plus formateur, si je reviens là-dessus. J'ai travaillé avec des gens aussi vraiment extraordinaires. J'ai même travaillé sur un projet où quelqu'un était malentendant. Donc mon associé principal était malentendant, mais avait déjà 40, 45 ans peut-être. Et grosso modo, là, c'était vraiment, tiens, comment est-ce que je peux cohabiter avec quelqu'un qui est d'une autre génération, mais qui a aussi des problèmes un peu de confiance par moment. Donc là, j'ai compris l'importance de l'associé, trouver des Mhm. gens à qui on pouvait vraiment se confier, être hyper transparent, une confiance mutuelle à 1000%, sinon ça ne marche pas. Il y a eu les projets tech et les projets produits. Et chaque fois, on a été jusqu'au bout des choses et vraiment de manière. Franchement, il y a des histoires assez drôles aussi à gauche à droite. Donc, vraiment des bons souvenirs. T'as une petite Pas anecdote rémunérateurs, mais formateurs, ça c'est t'as clair. une petite anecdote à partager sympa Ouais, ou plusieurs, hein? le nombre d'alarmes qu'on a aussi déclenchées parce qu'on travaillait des fois jusqu'à des 2-3 heures du matin dans les incubateurs et compagnie, qui n'étaient pas habitués à ça et qu'on a payé des frais de vigile parce qu'ils disaient mais ça c'est quand même pas prévu dans le package. Ouais. Quoique je pense que l'incubateur à Louvain a bien voulu payer le vigile une fois ou deux quand même.
Non, on a eu aussi tu vois, le syndrome des palettes, c'était aussi parce que des étudiants étaient un peu fous dans leur tête et ils préféraient des fois escalader des échafaudages pour récupérer des palettes de chantier et les ramener dans leur cote, un peu comme des trophées aussi. Donc on a été témoin de choses où je disais, oh, ça c'est un peu trop dangereux. Donc raison pour laquelle on a lancé notre business aussi. Non, sincèrement, on pourrait creuser plein de trucs, mais non, c'était surtout de l'expérience avant tout. Ça c'est Ouais. clair, 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 clair. Et mais c'est vrai que l'idée que tu mentionnes du temps, parce que tu vois, cette notion, quand on veut lancer un business, un side business, bon, il y a deux éléments, tu vois. C'est premièrement, quand j'entends le nombre de projets que tu sembles avoir lancés, on parle clairement plutôt de projets de side business au départ, puisque tu étais étudiant, Clairement. donc c'était pas du full time. Euh, Deuxièmement, c'est le côté formateur. Ça, je vais y revenir juste un petit peu après, parce que ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi en fait les grands enseignements que tu as eu à ce moment-là. Et puis, troisièmement, tu l'as dit, le temps. Les gens ne se rendent pas compte, en tout cas les étudiants, peut-être si vous êtes étudiant, vous les écoutez, ils ne se rendent pas compte le temps qu'ils ont. Moi, quand je vois les étudiants qui me disent, tu vois, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, je dis, attends, tu vas voir quand tu auras un, deux, trois enfants, Mhm. si c'est ton projet, que le temps, tu en as une quantité incroyable en tant qu'étudiant. À fond. Enfin, tu vois, quand on passe juste le temps qu'on passe à faire la fête, si tu réfléchis juste à ça, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. En tout cas, moi, c'était le cas. Du coup, si je reviens sur les enseignements, c'était quoi tes plus gros enseignements dans cette période-là, en tout cas, avant de lancer des plus, on va dire, gros projets, des vrais projets qui t'ont fait vivre, on va dire. Mhm. C'est quoi les plus gros enseignements que tu as eu à cette période de ce petit projet que tu as eu l'occasion de lancer? Bon, on en parlait en aparté ici avant de lancer le podcast. C'est vrai qu'on aurait pu déjà être sur micro à ce moment-là, mais c'est la différence entre le terrain et la théorie, quoi. Alors j'étais en sciences du management, j'ai fait Sciences éco et puis management à Louvain School of Management. C'était très intéressant. J'ai eu l'impression de comprendre le monde, comment la macroéconomie passait, etc. J'étais passionné par ça. Mais quand tu lances un projet, quand tu lances une page Facebook, une page Instagram, commence à réfléchir au contenu, de quelle manière, je suis hyper méticuleux et attentif aux détails, et tu dis ok, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et on m'a jamais appris à comment faire une photo, comment poster sur les réseaux, comment créer vraiment de l'attention et de l'intérêt par rapport au projet, Hmm. comment pitcher, comment trouver les mots justes. Il n'y a pas de cours de pitch à l'école, alors que grosso modo, ça te suit tout le temps. Même si tu veux pas être entrepreneur et que tu vas déposer ton CV disant tiens, voici mon parcours, voici ce que je fais, voici qui je suis, c'est un pitch. Et ça, j'étais bluffé par les incubateurs, les accompagnements qu'on a eu à ce niveau-là, où je me dis, mais ça c'est du concret, je sais que demain je l'utilise. Et là Hmm. aussi, le concret, moi, me passionne. J'aime bien réfléchir au sens de la vie, ce que tu veux, c'est très intéressant, mais quand ça part dans du concret et que la décision du matin a un impact le midi pour avoir un résultat le soir, là tu me parles. Et c'est Hmm. à ce moment-là que j'ai eu le déclic, tu parlais de déclic tout à l'heure, de dire, dans mon auditoire, qui est grosso modo management et compagnie, la plupart visaient les Big Four, boîtes de consultance, et ils disaient je veux être recruté, je sais que je vais avoir quelques années difficiles, mais je veux au moins une ligne sur mon CV. Et moi, ça ne me percutait pas. J'étais là, mais pourquoi? Sachant que tu sais que tu vas devoir toujours faire appel au N+1, N+2, N+3, je caricature très fort, c'est pas toujours le cas non plus, mais moi, ça ne me disait rien à ce niveau-là. Donc le premier électrochoc dont tu parlais, c'était j'ai envie d'avoir un projet où je sens que j'ai un impact dans l'écosystème que je vais toucher, mais un impact dans l'équipe dans laquelle j'évolue personnellement, quoi. Hmm. Et du coup, là, tu as raconté un peu tes premiers projets. C'est quoi la suite? C'est quoi ton premier projet un peu plus sérieux, on va dire? C'est OIMET? Tu as eu d'autres choses avant ça ou Non, OIM était le plus sérieux parce que c'est là qu'on a commencé à prendre des statuts juridiques, j'ai envie de dire. Tous les autres projets, on a toujours évolué en termes de testing avant que ce soit vraiment trop sérieux, qui nécessite un statut juridique. Mhm. OIMET, en fait, c'est drôle parce que c'est le projet sur lequel je ne misais pas trop qui a vraiment pris. Ok. Parce que OIMET, c'est juste parti du constat hyper bête que j'étais décidé à justement pas être dans un marché du travail et remplir une case, point barre. Je voulais un projet qui me parlait, dans lequel je pouvais m'épanouir, mais j'arrivais à la fin de mes listes à idées folles, tout simplement. Hmm. Et donc je me suis dit, il y a certainement des gens plus intelligents, plus forts que moi dans certains domaines sur lesquels je peux moi les compléter parce que j'ai peut-être une approche marché intéressante. Eux, ils sont peut-être forts techniquement ou peu importe. Et j'ai essayé de les trouver. Et donc j'ai fait full événement de networking, j'ai fait des Tinder de l'entrepreneuriat, ce que tu veux. J'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Et donc on a créé sur un coup de tête au AIMET une soirée networking. Et donc grosso modo, on a créé un concept un peu à part, très centré sur les projets au stade de l'idée, des gens qui sont au stade de l'idée mais qui cherchent à trouver des collaborateurs. Et inversement, des gens comme moi qui cherchent des opportunités entrepreneuriales avec lesquelles se lancer. Donc c'est comme ça qu'OIMET a débuté. C'était juste qu'on voulait faire un événement, one shot, dédié, parce qu'on se disait, bah, tiens, à travers l'événement, je trouve un projet,
c'est mon nouveau projet de vie et je pars pendant 6 ans, 10 ans avec. Le truc, c'est que ce premier événement a eu un véritable écho et on a commencé à recevoir des messages à gauche à droite, c'est quand la prochaine édition, c'est quand la deuxième, la troisième, la quatrième. On en a refait. Puis des écoles ont commencé à nous appeler pour dire tiens, est-ce que tu ne pourrais pas adapter ce modèle-là à mon école parce que je voudrais battre les silos. Donc il y a des écoles où tu as marketing, IT, compta, et ils voulaient que les étudiants parlent entre eux, mais pas qu'ils aillent tous au cours, mais ils voient que les IT si tu es en IT et compagnie. Et puis des cercles d'entreprises ont commencé à nous contacter disant tiens, tu pourrais pas animer ma communauté parce que vous avez fait une méthodologie qui apparemment est très efficace. Et c'est comme ça que OIMET, grosso modo, est né. Donc OIMET, ma co-founder, c'est trouver un associé via un événement type speed dating, mais basé sur un matchmaking en amont. Donc c'est important à comprendre ça aussi. Et OIMET, l'écosystème, c'est devenu des événements un peu partout en Belgique pour permettre aux gens de se rencontrer efficacement. Donc ce projet, tu l'as créé en quelle année? 2016, la première session. 2018, je passe indépendant. Et donc de 2016 à 2018, j'étais en couveuse, j'étais en test. Donc ouais, c'est vraiment la phase d'incubation, grosso modo, qu'on a eue. Ok. Donc, projet qui a pour objectif voilà, des gens peut-être qui veulent se lancer. En fait, souvent, quand on veut entreprendre, il y a plusieurs problèmes. C'est le problème de l'idée. Donc, il faut que je trouve une idée. En tout cas, c'est la conception des gens. C'est qu'il faut que je trouve une bonne idée à lancer. Souvent, c'est déjà, c'est une première erreur. Tu vois, parce que en fait, c'est plus compliqué de vouloir lancer quelque chose d'un peu innovant. On pense que l'idée, c'est ce qui va faire toute la différence. Une fois qu'on a trouvé l'idée, en gros, on est parti, quoi. Alors qu'en fait, le plus dur reste à venir. Mais bon, bref, il y a le concept de trouver une idée. Ça, c'est effectivement parfois plutôt réservé aux marketeurs, aux gens qui ont déjà un peu cette sensibilité, les créatifs. Puis après, on a... tu peux dire le... Ouais, si je peux intervenir là-dessus, tu parlais de grands trucs que j'ai pris dans la figure. Se tuer à générer des idées, tu peux faire un super brainstorming si tu veux. Ce qui a marché le mieux pour moi, c'est d'avoir un petit calepin ou même un bloc-notes sur ton téléphone. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tu notes tes frustrations, tu notes les problèmes. Tu ne dois pas dire, OK, je dois avoir une idée qui va révolutionner le marché. Tu dois avoir une idée qui solutionne un problème. Et donc, tu dois être amoureux de ton problème. Et ça, c'est un des gros trucs que j'ai appris aussi, c'est que quand tu es trop amoureux de ton idée, tu vas rester attaché et tu ne vas pas la faire évoluer. Mais quand tu es amoureux de la problématique et que tu veux vraiment comprendre ce que les gens ressentent quand ils ont cette frustration X ou Y, tu vas toujours trouver une solution qui va évoluer par rapport à la frustration. Et c'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose qui soigne, entre guillemets, un problème qui existe, plutôt qu'inventer un problème par rapport à ta solution qui ne correspond à rien sur le marché. Enfin, ça, je voulais juste le dire parce que ça m'a vraiment paru essentiel dans le parcours. Je suis 1000% d'accord avec ce que tu dis. Et c'est pour ça que je vais terminer juste le raisonnement. C'est effectivement, les gens pensent que c'est ce qu'il faut, c'est trouver la bonne idée, alors qu'en fait, c'est ça que je ne l'ai pas exprimé correctement, mais alors qu'en fait, ils se trompent de sujet, parce qu'effectivement, le sujet, c'est pas d'essayer d'avoir une super idée, d'en parler aux potes et de se dire « Ah ouais, c'est vrai, ça n'existe pas sur le marché, tu as une super idée ». Non, c'est partir d'un problème à résoudre, et là, je te rejoins à 1000%. Mais en tout cas, il y a cette notion d'idée, et puis il y a cette notion de souvent, peut-être que je n'ai pas toutes les compétences, en fait, ça a un peu changé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup des projets ou des idées qui pouvaient nécessiter une composante un peu tech. Tu vois, donc on était souvent dans des schémas, j'ai une idée, mais il me faut un cofondateur technique, un CTO, un gars qui peut monter un site web, monter une application, monter beaucoup de gens, en tout cas dans les idées qui sont autour de nouvelles plateformes de marketplace, de mise en relation, etc. Enfin, c'est souvent de genre d'idées qui ressort. On a besoin de créer une équipe, quoi. Et donc, OIMET, c'était ça, c'était la rencontre entre des gens qui ont des idées, des gens qui viennent chercher des idées, des gens qui ont peut-être des compétences, pas d'idées, qui cherchent des fondateurs. Et toi, tu étais un peu l'alchimiste qui orchestrait, on va dire, cette rencontre entre les profils pour essayer que la sauce prenne et puis que... il y a eu des projets qui sont lancés suite à des rencontres OIMET. Franchement, tu as des gens beaucoup. peut-être que tu suis encore aujourd'hui Oui, on a encore fait une étude il y a quelques mois maintenant, mais 48% des participants déclarent avoir trouvé un collaborateur suite à une session OIMET. Wow. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit comme collaborateur. Un collaborateur, c'est quelqu'un que tu vas au moins revoir une fois ou deux, brainstormer sur le projet. Bon, je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à s'associer, mais au moins ils ont fait un parcours un peu avec. Tu as vraiment mentionné 2 points intéressants, donc l'idée, l'équipe en termes d'expertise, entre guillemets, et je trouve qu'il y a un autre phénomène qu'on sous-estime aussi, c'est un peu la solitude de l'entrepreneur, où des fois le gars a des idées très claires, mais il a juste besoin d'être rassuré avec une sorte de ping-pong intellectuel et quelqu'un qui dit oui, ok, faisons ça et mettons-le sur le terrain.
Donc ça c'est aussi intéressant et c'est ça que permet les sessions Aimit, parce qu'on est vraiment sur une niche, on est vraiment sur les starters, on est vraiment sur les gens qui partagent leurs idées pour la première fois, des gens qui ne sont pas leur famille, leurs amis. Et Mm. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis fou? Parce que les amis et la famille qui te tapotent sur l'épaule disant courage mon gars, on te soutient, mais qui derrière n'achètent pas ou que sais-je. Enfin, soit c'est une parenthèse, mais Ouais, non, c'est mais pas si compliqué d'arriver à ce stade-là, mais d'arriver à une vraie confrontation du marché, c'est pas toujours facile. Et souvent, tu arrives vite dans des concours ou quoi, mais avec un background où tu dois déjà avoir testé ton projet. Mais ouais, il y a encore une étape avant, et c'est ça quoi, mettre tacle aussi. Oser parler de son idée. Et voilà, mais on est vraiment. On a conçu ça, tu as parlé d'alchimiste. On a maintenant des matchmaking en amont, c'est-à-dire que si tu reçois une validation, une session à émettre, généralement c'est 30 à 45 places maximum. Et c'est parce qu'on sait dans la salle, il y a des matchs par rapport à ton profil. On te dit aussi, sorry, mais ce que tu recherches comme type de projet ou comme type de profil n'est pas là. Tu peux venir à la prochaine séance. Ouais. Ok, ouais, Donc, c'est vraiment, c'est pas, vous avez atteint une taille critique qui ouais, permet, parce qu'évidemment au début c'est compliqué, mais maintenant il y a suffisamment de personnes dans la communauté que pour en amont d'un événement physique, déjà faire un filtre tout pour à fait. s'assurer que Ouais, les gens viennent pas pour rien, ou en tout cas maximiser les chances que la sauce exactement. prenne, quoi. Et il y a toute une méthodologie, mais on pourrait aussi en parler, mais c'est vraiment très atypique et c'est ça qui rend les choses très efficaces. Et donc oui, on a vu des projets naître, on a vu des projets grandir, des fois des projets challenger, des fois des projets pouvoir être mieux suivis aussi, parce qu'on est aussi en partenariat avec beaucoup d'incubateurs coworking, on leur met vraiment les bons partenaires au bon endroit. Et c'est ça qu'on permet en fait, c'est ça qui est Mm. chouette. Si on recentre sur l'idée plutôt side business, euh, c'est quoi ton avis là-dessus en fait? C'est quoi ton avis sur le side business? Parce que tu as été pas mal aussi dans des projets un peu plus Ouais. start-up dans cet univers, hein. De ce que je Ouais. parlais avant, j'ai une idée, il me faut un tech pour monter un SaaS, un projet, etc. Parfois, là, on est typiquement dans une typologie de start-up plutôt que de side business, hein. Ouais. On imagine pitcher, lever de fonds, machin. Mais vraiment, si on revient à l'essence même du- de la petite idée, du petit projet qu'on peut lancer tout seul, c'est quoi, après avoir vu tous ces projets, c'est quoi ton avis là-dessus? À chaud, je dirais que side business, c'est pas un type de projet, c'est une phase du projet. C'est-à-dire que c'est génial de commencer par un side business parce que tu as une phase de test, tu consacres une soirée, un week-end. Par side business, c'est le truc que tu fais à côté. Donc, enfin, ma compréhension des Non, choses, hein, non, tu me non, dis si je me trompe, mais non. tu es plus expert que moi en la matière. Donc, moi, c'est toujours la phase que j'adore le plus parce que c'est là où tu te permets le plus de tests d'erreurs et c'est là que quand tu sens que ça prend, moi, je trouve ça excitant, quoi. Moi, je suis passionné par cette phase-là, donc je suis passionné par la phase de side business. Mais dans ma thèse, ce n'est qu'une phase. Parce que le Hmm. but, c'est que soit le projet prend de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de demandes et que je dois structurer plus de mon temps autour de ça, et ça devient un jour semaine, 2 jours semaine, un mi-temps. Ah bah tiens, le side business devient le business pour des Hmm. raisons X et Y d'expansion. Ou parce que mon business originel est pour moi plus important et que le side business commence à me dépasser, je dois trouver quelqu'un à qui le déléguer, à qui le céder, à qui le transmettre ou trouver une équipe à fédérer autour tout simplement. Mais le Hmm. side business, quand j'entends ça, tu me dis qu'est-ce que side business pour toi? C'est une phase du projet qui est vraiment intéressante où c'est l'ébullition en fait pour moi. Et généralement, bon, ça peut très bien, tu peux mettre des entraves et dire je veux que ça reste un side business et donc refuser des clients, refuser une croissance, et ça arrive, Hmm. tout à fait. Mais c'est ton choix. Mais pour moi, c'est une phase d'un projet à potentiel. Je ne sais pas si Ouais, ça ouais, répond à ta question. de nouveau, je partage à 100% ton avis. Plusieurs points. Donc, je suis aussi passionné par cette phase-là, exactement pour les raisons que tu as dit. C'est-à-dire que pour moi, le side business, en fait, beaucoup de gens voient ça, que tu vois, comme ouais, tu as un petit projet sur le côté qui te fait un peu de revenus, peut-être, mais bon, voilà. Tu vois. Alors que pour moi, c'est tout le contraire. Pour moi, l'approche side business, c'est la possibilité, comme tu l'as fait avant, en fait, tu vois, c'est de tester plein de trucs pour comprendre en fait ben, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime Mhm. pas, qu'est-ce que j'aime faire, en quoi je suis bon, quelles problématiques je rencontre, et de te casser bien les dents sur plein de sujets pour amener de la clarté. Tu vois. Déjà, ça, pour moi, c'est la première chose, c'est que ça va t'amener de la clarté. Tu vas commencer à comprendre, ah oui, ok, je comprends maintenant ce qui marche, pourquoi tel projet a fonctionné et l'autre n'a pas du tout fonctionné. Pourtant, j'avais l'impression d'être bien parti. Et donc, tu apprends déjà, c'est très formateur. Deuxièmement, ben, effectivement, pour moi, tout projet, quasiment tout projet, pourrait démarrer comme un side business. Et si tu n'y arrives pas en side business, tu n'y arriveras pas non plus en mode gros projet. En tout cas, ça, c'est ma perception. J'ai l'impression que n'importe quel projet, tu peux le démarrer en fait à cette étape de side business. Et effectivement, aussi,
tout side business a le potentiel de devenir un gros business. Et ça, c'est mon expérience perso. J'ai lancé plein de projets et je peux vraiment dire, je pense que si je les liste tous, et je parle de au moins une vingtaine, trentaine de projets, tous, 100%, si j'avais voulu en faire un main business, un vrai gros projet, quand je dis gros projet, ce n'est pas forcément une multinationale, mais en tout cas un projet qui est le projet principal duquel je peux vivre et peut-être faire vivre d'autres personnes, je pense que tous avaient le potentiel de devenir des vrais projets. Et ça, les gens ne le captent pas toujours. Et je trouvais intéressant d'avoir, visiblement, que tu partages ce point de vue, quoi. Mais je pense que je suis même plus formel que toi, parce que tu dis, ils ont tous commencé comme side business. En fait, je vais mettre un peu plus catégorique. Aucun gros projet n'a commencé comme gros projet. Enfin, tu vois, tu peux pas dire je suis sur un méga truc de dingue et je commence directement temps plein dessus. Non, ça va toujours commencer par une réunion ou une discussion qui fait ah tiens, ça c'est une idée. Vas-y, je la creuse un peu de mon côté, sur mon calepin, sur un tableau blanc, peu importe. Puis cette idée grandit, tu la structures un peu, tu commences à rentrer en phase de side business, donc tu sors de l'idéation. En fait, c'est un peu parallèle aussi à discuter. Et non, pour moi, ça commence toujours par un côté side, et puis ça prend de l'ampleur. Oui, ce que je veux dire par côté side, alors c'est peut-être la notion un peu différente. C'est que typiquement, tu vois, en tout cas à l'époque, quand je parle de projet plutôt de start-up, c'est là où je fais la distinction. Tu vois, c'est que j'ai une idée, effectivement, tu la commences sur le côté, mais peut-être très vite, tu te dis, ah, ben ok, c'est un truc qui peut devenir super gros, et donc tu commences directement à réfléchir peut-être au côté tech, à aller chercher des fonds, etc. Et là, on est dans un univers plutôt start-up Ouais. que je ne considère pas comme side business. C'est là où je fais la distinction. Moi, je parle de side business vraiment, c'est-à-dire très rapidement, je commence à générer du revenu, de l'attention, je prouve qu'il y a de l'intérêt pour mon idée très très rapidement, et je commence pas dans cette optique levée de fonds, machin, mais vraiment dans l'optique, ok, comment est-ce que tout seul, là, je peux commencer quelque chose de concret, Ah oui, tout à fait. peut-être avec d'autres compétences, parfois il faut les chercher, mais vraiment commencer petit, quoi. Et c'est là où je fais un peu la distinction, parce que cette barrière, tu vois, entre le side business et la start-up, parfois Ah oui, mais c'est une ligne un peu 100%. fine où on peut Oui, s'y non, mais perdre. alors, c'est vrai que pour donner des exemples concrets, je pense pas que aux startups. Je pense à des gens qui ont peut-être des passions pour la photo et qui de temps en temps vont couvrir un mariage ou une communion d'un proche et puis tout d'un coup, ah, tiens, j'ai une deuxième demande, puis une troisième demande et puis voilà, c'est un petit truc, tiens, je le proposais comme service gratuit parce que c'est un truc que j'aime bien. Il y a une dame que j'apprécie beaucoup qui est prof dans une autre école et qui maintenant fait un peu de poterie et qui a rénové une arrière-salle dans son jardin, entre guillemets, que pour faire un espace poterie partagé et compagnie. Pour moi, c'est déjà dans une notion de side. Tu sais que ça va pas décoller là-dedans, mais c'est un truc, c'est génial. C'est un terrain de jeu et en plus, tout le monde y gagne, quoi. Donc, Oui, tout à fait. voilà. Ben, on va continuer. Donc l'aventure OIMED que tu as dit en 2015, c'est ça? 2016, première 2016. session, 2018, passe Ah oui, c'est indépendant et compagnie. 2018. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc Tout c'est à un fait. projet qui aujourd'hui occupe encore une bonne partie de ton temps, qui s'est structuré. Je sais pas combien, il y a pas mal de personnes maintenant qui gravitent autour de ce projet, je pense. Oui, tout à fait. Mais donc on est deux équivalents temps plein, mais on est souvent avec des externes aussi freelance d'une manière ou d'une autre, ou des students, souvent qui sont des anciens stagiaires. Les stagiaires sont fans aussi de faire des stages chez nous parce que c'est un écosystème basé sur l'événementiel. Donc l'avantage c'est que ils voient le contact le jour 1, ils voient l'aboutissement d'un événement, ils prennent part à des choses. C'est pas non plus. Voilà, c'est très intéressant aussi. Donc on a pas mal de monde qui gravite. On a une petite famille. Ouais, ils mettent tout à fait. Ok, très cool. Tu me le disais en off aussi, bah, ce side business qui est devenu un main business a lui-même généré des side business. Tu peux Ouais. m'en dire un peu plus là-dessus? Mais comme je le disais, donc How I Met My Co-Founder, donc le concept d'événement où les gens partagent leurs idées folles et trouvent des gens tout aussi fous qu'eux, on pourrait simplifier ça comme ça. Ça a toujours été une ASBL. C'est pas un truc qui est bankable et rentable, mais on a toujours été break-even dès la première session. On a fait attention à couvrir nos coûts. Maintenant, on est devenu une société, notamment l'événementiel, parce que des communautés X ou Y, comme des cercles d'entreprise, des incubateurs et compagnie, ont commencé à nous commander des événements que pour animer leur communauté ou driver des gens vers leur communauté. Donc on est devenu un peu community manager, ou en tout cas event manager pour ces gens-là. Et puis on a aussi, ça c'est un side business entre guillemets qui est après même devenu la vache à lait, hein, pour ceux qui ont les références Upstrat. Donc c'est là qu'on a le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais on intervient aussi par exemple sur les écoles, on en parlait tout à l'heure, qui des fois nous ont dit tiens, est-ce que tu pourrais éclater les piliers que j'ai chez moi, mais by the way, tu peux préparer mes étudiants en leur expliquant comment pitcher leurs idées une fois qu'ils vont aller au tas, parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur d'être confrontés au vrai marché.
Et donc on a créé des modules, des pitch games, ID games pour les étudiants justement, pour un peu désamorcer la chose, avec l'avantage qu'on a été très jeunes quand on a lancé YMET et donc on était encore nous-mêmes proches des étudiants. On parlait vraiment le même langage et on voyait ce qu'ils voyaient au quotidien aussi. Il n'y a pas ce gap générationnel qu'on observe de temps en temps. Et donc voilà, il y a une sorte de constellation de services qui se sont créés autour de YMET. Et c'est là qu'on a aussi eu l'arrivée de Demol. Hein. Donc j'ai aussi lancé un startup studio à force de rencontrer des gens hyper intéressants. J'ai rencontré Xavier Gérard avec qui je me suis associé à une session YMET et je me dis en fait c'est incroyable, il était un CTO parfait. Et moi j'avais envie de vraiment mettre sur pied des projets intéressants. On a commencé à faire un side business, à travailler ensemble sur un projet ou l'autre et puis c'est devenu un startup studio. Ça a été une pause de 4-5 ans, enfin pas une pause, c'était une expérience incroyable de 4-5 ans. Et là, je l'ai mis un peu. J'ai quitté Demol il y a maintenant plus d'un an. Pour la simple et bonne raison que OIMET était un peu sous cloche pendant le Covid. Et à la sortie du Covid, ça a fortement redémarré parce qu'on était totalement dans les clous, sachant qu'on fait des événements de 30 à 45 personnes. Tu te souviens, il y avait les bulles de moins de 50 personnes, il y avait des trucs comme ça. Donc on a très vite redémarré. Et je faisais le grand écart avec 2-3 temps plein à la fois. Donc je suis ok, il faut quand même un peu calmer. Ouais. Mais ça a été une expérience incroyable aussi, qui était née entre guillemets de l'écosystème OIMET et qui perdure de son côté aujourd'hui, avec une super équipe, avec Nicolas Strel aussi qui nous a rejoint, donc c'était vraiment top. Sur Demol, là, tu parles? Oui, tout à fait. Ok, ouais, très cool. Yes. Ouais, donc ce projet, tu n'es plus du tout dedans? Non, mais on garde des excellentes relations, Ouais, à mon et le sens. projet perdure. Oui, tout à fait. Donc là, l'idée, c'était d'aider les gens à créer la première version technique de leur projet, c'est ça? Ils ont même lancé le concept Line-Out, qui est vraiment du prototypage avec du no-code notamment, où c'est aussi une révolution qui est arrivée ces dernières années, c'est qu'avant, on pensait que le code nécessitait vraiment un gars dev à temps plein. Aujourd'hui, autant tu as des WordPress et des Wix qui te permettent de créer un site rapidement, autant tu as un peu les mêmes outils pour les applications ou des aspects tech que tu peux facilement tester sur le marché pour un budget beaucoup moindre. Et ça, c'est vraiment une rampe de lancement formidable aussi. Ouais, bah, ça, c'est un vrai sujet, clairement. On a eu l'occasion, notamment d'avoir des gens comme Paul Grier ici dans le podcast voilà, qui font vraiment ça, qui créent des SaaS avec des rentabilités un peu folles. Effectivement, avec du no-code ou du très très low-code, ou qui maintenant se forment eux-mêmes, tu vois, ils mettent leur code dans ChatGPT, ChatGPT corrige le code, tu le prends, tu fais copie-colle, et en fait, tout le monde est en train, enfin pas tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire, le côté tech, dev est en train de complètement changer là, dans les 3-4 années à venir. On va tous commencer à être capables de créer des SaaS, des outils tech, là où hier, effectivement, il fallait des vrais geeks, quoi. Oui, bon, il faudra quand même une notion, une sensibilité tech encore et toujours. Oui. Mais clairement, tu as tout à fait raison là-dessus, ouais, tout à fait. Du coup, j'aimerais bien maintenant qu'on enchaîne sur ton projet qui occupe peut-être la majorité de ton temps aujourd'hui, qui s'appelle Le Placard. Donc, Le Placard, c'est quoi? Le placard, c'est l'opportunité de mettre la main sur des opportunités. Ok. C'est grosso modo, si je dois faire une métaphore, on essaie de devenir l'IMO-web des startups. Donc c'est un petit peu ça le principe. Et c'est drôle, c'est parce que c'est justement, si je reprends le fil, donc OIMET, Demol et compagnie, quand je quitte Demol, rééquilibre un peu vie privée, vie professionnelle, j'apprends dans la foulée que je vais être un futur papa aussi. Félicitations. C'est encore récent. Hein. C'est encore récent, le petit Elliot n'a que quelques mois ici. Et un projet à part entière aussi, un projet qui bouleverse. Mais il y avait quand même cette notion de OIMET, pour rappel, c'est beaucoup plus une SBL là-dedans. Et là, père de famille, je veux aussi assurer, pas que ma personne est vive d'amour et d'eau fraîche, mais une famille. Et donc je me dis, zut, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que je remets à fond sur OIMET? Mais je suis quelqu'un qui adore lancer des nouveaux concepts ou intégrer des nouvelles parties à des projets existants. Et là, je me suis intéressé au reprenariat, où je me dis, mais tiens, j'ai quand même des expériences en start-up. Il faut savoir que Demol, on avait aussi acheté et revendu des start-up. On avait travaillé sur des projets conséquents. On a été confronté à des levées de fonds, des investisseurs et compagnie. Et je me dis, tiens, est-ce que ces skills-là ne pourraient pas être adaptés à des PME, un peu plus traditionnelles? Fils d'agriculteur, je me suis intéressé à des parcs et jardins. Je même été assez loin avec une librairie papeterie qui avait un chouette projet d'expansion là-dedans. Et là, souvent, là où le bas blessait, c'était au moment où on parlait chiffres, entre guillemets. Avez-vous un budget de 300 000, 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions et plus si affinité? Je dis, écoutez, non, jeune entrepreneur et en plus jeune père de famille, je me voyais mal mettre cette pression financière sur la tête de ma femme et de mon fils avant même qu'ils ne soient nés.
Et là, donc, j'ai mis ça sous cloche en me disant, mais c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas des projets plus accessibles. Et avec le réseau qu'on a, les incubateurs, OIMED, qui a drainé quand même des centaines, voire des milliers de personnes aujourd'hui, ben, je connais des startups qui n'ont pas atteint ce stade de maturité d'une PME avec 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont à un stade où ils ont atteint un plafond de verre, où ils voient qu'ils doivent dépasser un cap parce qu'il manque un réseau de distribution, une expertise là-dedans, et donc ils sont potentiellement reprenables pour des budgets moins grands que ceux que moi j'entendais. Et donc j'ai commencé à appeler des incubateurs, disant tiens, est-ce que par hasard tu n'as pas des projets coup de cœur, mais qui tu dis mais c'est quand même dommage qu'ils ne se soient pas lancés pour des raisons X et Y, dispute entre associés, ou le projet qui n'a pas démarré comme ils le souhaitaient, parce qu'ils ont mis trop de pression en termes de timing, ou des fois ça peut être des gens qui ont été débauchés ils n'ont pas pu résister aux sirènes du salariat, hein, ça arrive très régulièrement, C'est clair, et donc des projets qui sont un peu restés au placard, et donc qui prenaient la poussière, et donc c'est là que le nom est arrivé, permettre à des projets d'être dépoussiérés, d'avoir une seconde vie, parce qu'ils ont prouvé de l'attraction. C'est tout le mal qu'on essaie de faire avec le placard, donc vraiment donner une seconde vie, un second souffle à ces projets-là, quoi. Donc ça, c'est un projet qui a commencé il y a 6 mois ou Donc la réflexion est venue quand on m'a annoncé qu'Eliott arrivait, donc c'était il y a un an et demi, 2 ans, et la plateforme live est là depuis juillet 2024. Donc, Ok. voilà. Aujourd'hui, tu peux donner quelques chiffres du placard aujourd'hui? Je sais pas combien de projets, où est-ce que vous en êtes? En 6 mois, on a eu 50 projets déposés, 25 ont été publiés, une dizaine sont en train d'être finalisés, parce qu'on aime bien comprendre le projet de A à Z. Pas mal ont été recalés aussi, parce qu'on a Ouais. on doit avoir des critères évidemment, parce qu'on ne peut pas tout avoir sur le placard. Et des projets aussi, on a même créé une black box, que je ne pensais pas créer au départ. Il faut savoir que le monde du reprenariat existe, le marché de la transmission existe, et les boîtes sont souvent sur des dossiers de grands montants, hein, comme je l'expliquais, 500 000 et plus, c'est vraiment la base généralement, et souvent c'est très opaque. Ils ne disent pas qu'ils veulent être transmis, ils ne disent pas qu'ils veulent être cédés, pour des raisons tout à fait logiques dans certains sens, mais illogiques dans d'autres. Donc le placard a vraiment fait le contre-pied, nous on est hyper transparent, quand tu viens sur la plateforme, tu sais exactement ce que tu achètes, tu vois les projets. Bon, tu n'as pas le dossier complet directement, tu dois nous contacter pour avoir le dossier complet, mais tu sais qui tu as en face de toi. Et c'était justement une problématique que je voulais tacler aussi, parce que pour des raisons que je ne comprends pas dans certains cas, les gens n'osent pas dire qu'ils sont en vente, donc généralement c'est là qu'il y a des intéressés aussi qui sortent. Maintenant, il y a des facteurs dans les grandes boîtes qui sont tout à fait compréhensibles, les employés pourraient prendre peur, les clients pourraient prendre peur, les fournisseurs pourraient prendre peur. Pour les projets qu'on tacle, ce n'est pas encore le cas, parce qu'ils n'ont généralement pas ou peu d'employés. Et ça les aide justement à se mettre en avant parce que les gens savent d'où ils viennent, parce qu'ils ont souvent suivi leur aventure sur les réseaux. Ah bah tiens, tu as à remettre, mais c'est génial, j'ai envie de poursuivre l'aventure. Toi, tu as été inspirant pour moi. Si je peux reprendre la relève, ce serait avec plaisir. Mais on a une black box, et la black box a des dossiers sensibles pour des raisons très simples, comme il y a des fois des investisseurs qui sont concernés. Donc si les investisseurs apprennent que le projet est à remettre, mais ils vont peut-être retirer leur bille et ça ferait... le château de cartes s'effondre. Et dans ce cas-là, on a aussi créé une section un peu plus discrète, entre guillemets, où on sait qui est potentiellement à remettre, contre une bonne offre aussi, ça il ne faut pas le nier. Mais grosso modo, les chiffres, 50 projets en 6 mois, et on est à plus de 40 mises en relation, donc des négociations qui ont été lancées, des fois déjà terminées, des fois encore en train d'aboutir ici maintenant. Et un chiffre que moi j'ai envie de tacler, donc on met chaque fois des hypothèses quand on lance des startups, on dit tiens, ça j'ai envie d'arriver, c'est qu'il faut comprendre que le marché de la transmission traditionnelle, avec une boîte de 10 ans, 20 ans peut-être et plus, on a assisté à la semaine de la transmission de Bourgogne Entreprendre qui était très intéressante, et il disait mais c'est entre 3 et 5 ans. 5 ans c'est... Pardon. Par contre, juste entre 3 et 5 ans, tu parles de quoi? La transmission. Donc le temps délai de transmettre. Ouais. Ok. Parce qu'en Entre fait, le moment où tu dis tiens, je voudrais vendre, Exactement. et c'est bon, je suis sorti, je suis plus impliqué, quoi. Exactement. L'intervenant expliquait qu'en année 5, tu commences à te dire je pense que j'ai fait le tour, je vais passer à autre chose. Des fois, c'est parce que les personnes partent à la retraite et compagnie, dans des cas de PME de 10 ans et 20 ans et plus. En année 4, tu te dis, mais tiens, ce serait quand même bien de mettre des process plus clairs, comme ça la personne qui reprend la chose a une sorte de roadmap et elle comprend comment le business fonctionne. En année 3, tu sondes un peu autour de toi, tu lances des hameçons en disant, sachez que maintenant mon projet est prêt à être transmis, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas. En année 2, tu casses les intéressés, et le temps qu'ils discutent avec tous les avocats et les parties prenantes, en année 1, tu signes. Donc ça prend les 5 ans, comme ils expliquaient, ce n'est pas de moi, c'est un intervenant de la semaine. Et en fait, le placard a pour ambition de faire ça en moins d'1 an. Parce que les projets sont
moins évolué, Ouais, moins d'ancienneté, moins d'audits ouais, on parle pas nécessaires. financièrement non plus des mêmes enjeux. Exactement, et il y a moins de dépenses aussi en partenaires externes à faire, parce que plus tu as de personnel autour de la table, plus les discussions sont lentes aussi. Et donc c'est là qu'on est en train de valider les choses ici, et déjà en moins de 6 mois, il y en a quelques-uns qui sont sur le point d'être partis, donc ça c'est très très chouette. Donc, Ouais, donc voilà. là, c'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été transmis? Là, on est dans la phase où Où ça tu se parlais chauffe. d'un an, mais ok. En fait, pour être très précis, il y a 2 projets qui sont déjà sortis de la black box. Il y a un projet où c'est assez drôle, ils ont été contactés via le placard et le porteur a été débauché, donc a rejoint une autre start-up parce Ok. qu'ils étaient dans le même domaine. Là-dedans, il n'y avait pas de raison de reprendre le projet, mais le porteur qui voulait de toute manière céder a finalement aussi cédé aux sirènes. Donc on parlait d'entremetteur, Mhm. d'entrepreneur, c'est aussi notre rôle qu'on a au IMET et le placard. Mais oui, on est dans des phases assez avancées de négociation pour la plupart. C'est pour ça que je voulais aussi attendre avant de faire le podcast ici pour te dire vraiment les faits. Ouais, Et ouais, tout peut-être à que dans fait. 6 mois, je pourrais te dire vraiment les chiffres de A à Z, mais ça se passe plutôt bien, franchement. En fait, tu as ouvert une boîte de Pandore en ouvrant ce sujet. Mhm. J'ai envie de creuser tellement de trucs, tu vois, parce que donc moi j'ai commencé à m'intéresser Ok. au reprenariat digital, au reprenariat physique. Je m'intéresse aux deux, vraiment. J'envisage. L'année passée, j'ai fait une offre sur une reprise de boîte, tu vois, bon, qui n'est pas passée. Et donc j'ai suivi tous ces process et je me suis rendu compte de plein de sujets. Donc premièrement, on n'est pas éduqué sur le reprenariat, Ouais, tu vois, donc ça veut dire que les mécanismes de reprise d'entreprise, on ne les connaît pas. Et il y a tellement de Alors subtilité, et il c'est y a tellement de incroyable. subtilités et de trucs, parce que tu disais, ah, mais j'ai pas l'argent. Moi, je me suis rendu compte, et j'en connais, et j'ai prévu de faire d'ailleurs une édition de podcast avec un autre Mathieu, qui est expert en reprise d'entreprise, qui a déjà repris une entreprise, travaille chez BDO. Coucou Mathieu, si tu regardes cet épisode, parce qu'en fait, j'ai appris tellement de choses. Il y a moyen de faire des remontées de dividendes, en fait, d'utiliser la société qui existe pour racheter la boîte en question. Enfin, j'ai découvert tout un univers Mhm. qu'on ne connaît pas. Deuxièmement, tu l'as dit, il y a un cheminement qui se fait et il y a tellement de boîtes qui sont encore à l'ancienne, qui n'ont pas fait la transition un peu digitale en disant ouais, c'est pas grave, de toute façon je vais arrêter. Et là, il y a tellement d'idées de business ou de side business à lancer aussi pour ces futurs repreneurs ou Tout à pas fait. futurs repreneurs. En fait, c'est un univers où il y a des opportunités, je trouve, dingues aujourd'hui sur le reprenariat, digital et physique, tu vois, que ce soit accompagné des vendeurs. Mhm. Euh, il y a tellement peu de structures aujourd'hui, hormis, tu vois, des structures institutionnelles, des gros cabinets, des trucs, mais c'est pas ça que les gens veulent, qui vont vraiment accompagner les gens à faire cette transition à la revente, comme tu l'as dit, rendre belle la mariée, mettre en place des process, peut-être redynamiser le marketing. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants, même en termes de business model, tu vois, pour dire, bah, ok, moi je vais avoir un success fee sur la revente potentielle de ton projet. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants. Tout le côté éducation autour de la reprise d'entreprise. Toi, tu as dit Wallonie Entreprendre, mais pareil, des initiatives qui éduquent à la reprise d'entreprise. J'ai regardé, pas Il grand-chose. y a la maison du reprenariat que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui est très chouette aussi. Mais il y a du taf, clairement. Je vais aller Ouais. voir, mais il y a du taf et même les organismes, moi, pour avoir des gens qui ont suivi ce genre de parcours, ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal, mais on peut vraiment beaucoup mieux faire, tu vois, sur le côté formation, éducation encore. Enfin bon, bref. Enfin voilà, bref. Tout ça pour dire, la boîte est ouverte. J'ai envie, maintenant, je me dis de quoi on va parler. Ouais. Euh, Comment toi tu te positionnes avec le placard par rapport à justement la reprise de business classique des acteurs comme Dot Market que j'imagine tu connais qui sont vraiment positionnés. Dot Market, pour rappel, c'est le plus grosse marketplace de rachat de business digitaux, Mhm. donc de l'édition de sites, des SaaS, des e-commerce, etc. Parce que j'imagine peut-être sur le placard, on peut retrouver le gars qui a lancé son petit e-commerce mais qui a abandonné, le gars qui a lancé son petit site internet qui faisait un peu de revenus qui a abandonné. Donc finalement, ça, il pourrait être sur d'autres markets. Comment, dans tout cet écosystème, toi, tu te positionnes? Yes, mais j'ai toujours adoré commencer par le bas et les tout petites idées, les tout petits projets, et c'est encore le cas avec le placard. Donc on se positionne sur un créneau financier intéressant, donc 1 à 100 000 de valorisation. Ok. La valorisation, c'est aussi les porteurs de projets qui le font. Donc c'est eux qui déposent leur projet disant, c'est un peu comme Airbnb, quand tu déposes ta chambre en disant je veux 5 euros, 50 euros, 500 euros la nuit, c'est parce que tu sais dans quel quartier tu vis, s'il y a un parking, s'il y a une piscine ou peu importe. C'est pareil, le porteur, c'est pour l'instant lui qui a la main sur la valorisation, il peut faire appel à des experts, mais je ne m'estime pas expert encore en valorisation, donc on a tout un réseau qu'on est en train de créer aussi justement Mhm. d'experts dans ce domaine-là. Donc un, la valorisation, deux, le statut. Donc on a vraiment des projets, si tu veux,
on ne reprend pas les projets au stade de l'idée, disant ouais, j'ai inventé le moteur qui fonctionne à l'eau, mais je ne l'ai pas encore fait. Ok, sorry, mais ce ne sera pas avec nous. On ne prend pas non plus des projets traditionnels. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de fleuriste, il n'y a pas de boutique un peu traditionnelle à prendre. Donc il y a un côté un peu innovant, une approche innovante du marché, ça c'est aussi importante. Et un aspect très intéressant, je trouve, du placard que les gens n'ont pas encore compris, mais c'est peut-être moi qui fais une erreur, donc c'est moi qui teste le marché aussi, c'est qu'on a failli s'appeler la casse au projet. Parce qu'à l'image de quand tu vas déposer ta voiture à une casse, tu peux peut-être repartir avec le volant, le pare-brise et compagnie. On Ouais. peut permettre de désosser une start-up aussi. Et donc, quand on a des projets, on leur pose la question de quelles sont les composantes principales de votre projet. Et dans certains cas, il y a vraiment des pépites parce qu'il y en a qui ont une DB de 12 000 clients, qui avaient un panier d'achat moyen de 75 € sur leur site, et tu es là, mais mec, c'est à la valeur, quoi. Si je suis sur le même créneau, la même cible, let's go. J'ai fait le test avec Palette pour particulier, le projet dont on a parlé, je l'ai déposé sur le placard parce qu'il est mort depuis longtemps, entre guillemets, mais il y a un truc qu'on a créé qui vit encore aujourd'hui, c'est des communautés Facebook. Où on a des groupes avec 3 000 à 4 000 personnes qui partagent des do-it-yourself sur le monde des palettes. Si quelqu'un a peut-être du mal à parler de faire de la com et qui est dans le domaine des palettes, du bois, du do-it-yourself et compagnie, il peut mettre la main du jour au lendemain sur des communautés qui ne demandent qu'à être modérées à nouveau, quoi, parce qu'elles continuent à vivre. Donc un gars qui a lancé un super projet, qui a une page Instagram à 5 000 followers, et qui pour des raisons a laissé le projet de côté, mais la page est toujours là, quelqu'un qui est sur le même créneau, la même cible, plutôt que commencer avec 1 follower, 2 followers, avec papy, mamie, Jacqueline qui vont te suivre, tu peux directement jumper à un autre level en termes de communauté, parce qu'il y en a qui sont demandeurs encore de ça. Mais le plus intéressant, c'est par exemple les DB. Ouais. Tu parlais du site internet aussi, avoir de la tech qui a déjà fait ses bugs, ses maladies de jeunesse, et de dire, mais tiens, je sais qu'elle a déjà vécu, donc ça a déjà tourné, ça a déjà généré des revenus. Parce que quand tu génères toi-même un site là-dedans, tu vas passer par des phases où tu vas être à l'abandon et au désespoir, disant, oh, j'ai encore un bug, j'ai encore le site qui a sauté. Là, c'est des sites qui ont fait leurs preuves, mais qui sont à reprendre. Market est hyper intéressant. Je suis tombé dessus et je vais rencontrer Kevin dans quelques temps, le CEO. Et en fait, c'est vraiment pas mal, mais ils ont des critères assez high level aussi, parce qu'ils ont un minimum de revenus déjà fait, minimum de traction. Donc je crois que c'est 5 000 visiteurs par mois minimum encore avant d'être déposés sur la plateforme. Super outil, mais je tacle encore entre guillemets en dessous. Et surtout, on n'a vraiment pas une majorité d'e-commerce. On a des projets qui sont des fois du physique. Il y a des gens, il y a Kalisana qui vend du granola, il y a Lidje qui a fait des savonneries, c'est d'ailleurs incroyable comme concept aussi. Bazuil, c'est des petits trous pour vélo. On a de l'e-commerce et des plateformes marketplace comme Kissplanet. Enfin, c'est vraiment des projets qui ont, à un moment donné, ils étaient sur un truc de dingue et pour des raisons hyper intéressantes aussi, ils sont partis sur d'autres choses. Donc on n'a aucun projet qui a été mis de côté parce que la personne est malade ou partie à la retraite ou que sais-je. C'est toujours des raisons liées aussi à leur parcours personnel. Mais par exemple... Oui, tu vas pas vendre le truc, tu dis j'ai pas envie de le mettre sur ma plateforme, quoi. Tout à fait. Et il n'y en a aussi aucun qui est au bord de la faillite. Donc il n'y a pas de menace de... C'est des business qui sont là, littéralement en train de dormir dans le placard. Donc ils ne doivent pas le fermer pour des raisons de, en fait, c'est soit de ça, soit de la faillite. Donc je le vends pour 1 euro pour comme ça les gens éponge des dettes à ma place. C'est pas ça qu'on a ici. Donc c'est vraiment des gens qui ont des trucs qui dorment, qui vivotent. Donc c'est vraiment ça la cible. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, mais je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais, les assets, à terme, je ne sais pas comment vous structurez ça sur le placard, hein, j'ai été voir le site, etc. Mais tu pourrais envisager de décomposer effectivement ces business, essayer d'avoir non pas la marketplace juste des projets, mais la marketplace des assets. Mais De c'est dire, littéralement voilà, ça. là j'ai une base de données de 12 000 clients ciblés dans telle thématique, qui est encore active avec un taux d'ouverture de mail de plus de 50%. Ah ok, et donc envoyer un mail à ces gens-là, tu as des chances d'avoir tout. Et donc des gens qui veulent lancer un projet, tu vois, ça se fait beaucoup maintenant. Peut-être, je ne sais pas si tu sais, il y a par exemple de plus en plus de la micro-influence, enfin toute la micro-data si tu veux. Et aujourd'hui, tu vois, tu as des newsletters qui se monétisent juste parce que tu as une petite audience captive. Donc demain, imagine, je veux lancer, tu parlais de granola, mais demain, je veux lancer je sais pas, une nouvelle boisson un peu santé. Je sais que j'ai une base de données là de 12 000 clients en granola. Ah bah écoute, moi, ça m'intéresse de juste pouvoir envoyer un mail à ces gens. Ça va me coûter en taux, on appelle ça, tu vois, les CP, les coûts par vue ou les coûts par clic, voilà, avec des taux de touch point pour toucher le client beaucoup moins élevés que si je faisais de la pub traditionnelle.
Ces gens ont peut-être déjà dépensé des centaines ou des milliers d'euros pour avoir cette base de données. Et là, pour une fraction du prix, en fait, moi, je vais récupérer ça. Exactement. Et donc là, tu peux commencer à t'amuser. Enfin, il y a moyen Ouais. d'explorer. Ça peut devenir dangereux, mais Moi, c'est... je vais même, désolé, je Non, non, t'interromps. vas-y, vas-y. Mais j'ai appelé ça l'effet Frankenstein. Parce que je vois l'envers du décor et je vois les dossiers et je vois à quel point certaines boîtes sont vraiment bien réfléchies. Et je me dis, mais il faut absolument qu'on génère un fonds ou quoi, parce que si je rachète, alors, exclusivité pour vous, les auditeurs du podcast, hein, mais si vous regardez sur la plateforme, par exemple, la DB de KissPlanet qui avait les 12 000 utilisateurs, que vous regardez un produit qui est fortement corrélé, comme la savonnerie Lidjeux et compagnie, qui eux ont arrêté parce que le commercial prenait trop de temps. Donc si eux rachètent la DB de KissPlanet et qui gardent leur produit avec une marketplace qui tourne très bien et qui, by the way, la renforce avec une page, enfin, je sais pas, des réseaux X et Y, tu prends 3 composants de 3 projets différents déjà maintenant disponibles sur le placard, tu as plus qu'un side business, c'est un business qui peut déjà t'occuper 2-3 jours semaine minimum, quoi. Donc Mhm. c'est... Enfin voilà, il y a vraiment un effet Frankenstein, je me dis, mais en fait, ceux-là, ils sont hyper complémentaires, il faudrait vraiment les racheter, etc. On a une microbrasserie qui a un produit de dingue, enfin c'est... Bref, je suis amoureux des projets, je suis amoureux de leurs histoires aussi. Quand ils m'expliquent les raisons pour lesquelles ils ont arrêté, je suis, ah, mais en fait, on aurait... Je peux faire un aparté là-dessus, par exemple? Ouais, vas-y, en Je- freestyle. Mais Kiss Planet, c'est donc Rudy et Sylvie, que je salue s'ils nous écoutent ici. Super réflexion autour des produits en vrac. Donc, ils n'ont rien produit, mais c'est une marketplace qui permet la livraison de vrac à domicile. Ok. Ok. Et donc, ça peut être du granola, ça peut être des savons, ça peut être ce que tu veux. Et donc, en fait, ils ont eu un souci, c'était l'emballage, parce qu'ils avaient fait des partenariats avec Bipost, et de temps en temps, bah voilà, il y avait de l'eau, et donc ça craquait au moment de la livraison, et c'était pas terrible. Et donc, ils ont une réflexion super maligne de, mais on va créer notre propre packaging. Et donc, si je résume un peu ce qu'ils m'ont expliqué, ils ont même, à partir de bâches publicitaires, créé des packs et compagnie, emballé leurs trucs pour vraiment une conscience écologique, mais poussée jusqu'au bout. Ce produit-là, l'emballage, est devenu la société Loupipack. Loupipack a tellement bien grandi que ça a pris le dessus sur KissPlanet. Et ils ont eu le choix entre 2 opportunités qui grandissaient. Le Mhm. side business Loupipack est devenu le business model principal. Et donc KissPlanet est passé au placard disant disponible pour la revente si vous le souhaitez. Donc c'est que des raisons comme ça. Tu me dis, mais ça a du sens, ça a du sens. Et si toi tu veux le lancer, donc voilà, Non, vas-y, désolé. vas-y, je te continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho au sein de nos repreneurs aussi. On parle de nos repreneurs, mais typiquement, c'est des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs, mais qui sont rassurés de reprendre un projet qui a déjà de l'attraction et des faits de gloire ou des petites réussites. Ils savent qu'ils peuvent peut-être, via leur expertise à eux, leur réseau aussi, leur réseau de distribution, dans certains cas, donner une seconde vie pertinente au projet. C'est un match, quoi. Donc c'est ça Mhm. qui est intéressant. Pour des prix vraiment abordables. C'est ça qui est vraiment Ouais. top. Mais tu vois, c'est pour ça quand je disais, quand on a ouvert la boîte de Pandore de la reprise d'entreprise, il y a tellement de sujets super intéressants parce que tu vois, si on revient, en fait, je fais le lien avec ce qu'on disait au début. Tu vois, la plupart des gens, ils cherchent une super idée. Enfin, ils ont plein de croyances par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a plein d'ignorance aussi par rapport à la reprise d'entreprise. Enfin, il y a en fait plein de sujets. Et quand tu changes un peu, que tu dis, OK, regarde le contexte aujourd'hui de marché avec des initiatives d'Hotmarket, de Placard et plein d'autres. En fait, si tu te formes, si tu apprends, si potentiellement aussi tu te fais peut-être accompagner sur certains sujets pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est jamais été aussi facile d'entreprendre. Tu vois, on a tout. On a les outils no-code, on a l'intelligence artificielle, on a des projets qui sont déjà là, qui font déjà du revenu, qui ont déjà trouvé un marché. Mhm. On a des projets à revendre. Enfin, je veux dire, quand toi tu as commencé, il n'y avait pas. Enfin, tu vois, quand on a commencé à entreprendre, et moi encore avant toi, hein, C'est un coup de jeu que tu donnes là d'un coup, là-bas. je vais avoir 45 ans, hein, je vais avoir 45 ans, je suis plus tout jeune. Donc j'ai commencé à entreprendre il y a déjà 20 ans, même plus en fait, plus que 20 ans. Ça fait, ouais, tu vois, je me donne un coup de vieux à moi. Attends, mais moi, tu vois, il n'y avait rien, quoi. Il Mhm. n'y avait pas de formation en ligne pour te former. Je sortais de l'école et j'avais mon bagage de l'école, c'est tout. On t'a appris, comme tu disais tout à l'heure, des trucs. Bah, débrouille-toi avec ce que je t'ai appris comme bagage en école de commerce. Aujourd'hui, ok, tiens, regarde, il y a déjà des business qui sont là à racheter avec des clients, avec. C'était pas possible avant, tu vois. Mhm. Tu devais, entre guillemets, mettre tes couilles sur la table, sortir de l'argent. Ça coûtait cher, tu sais, la tech, tout ça, ça coûtait super cher, quoi. Moi, je vois le nombre de projets qu'on a lancés par le passé, où il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, jeté par la fenêtre dans de la tech, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire.
Si je reprends, juste pour le placard, j'ai encore des questions qui m'intéressent à creuser. C'est quoi votre business model? Comment tu gagnes l'argent avec le placard? Est-ce qu'il y a une transparence là-dessus Oui, oui, j'ai sur le modèle? absolument Ouais. rien à cacher. Donc il a évolué aussi avec le marché pour comprendre justement un peu là où les gens sont prêts à payer et pourquoi ils sont prêts à payer. On a plusieurs sources de revenus. Entre guillemets, le business model central, c'est autour des annonces. Hein, donc les gens déposent leur dossier. Et donc on propose dans un premier temps, parce que quand je te disais qu'on faisait un audit et qu'on explorait vraiment le dossier, une interview complète, la création d'une data room, vraiment être capable en fait de pitcher le projet à la place du porteur du projet, vu que lui il a autre chose à faire, donc on devient un petit peu son homologue. Et donc on demande une participation, actuellement elle est de 350 € pour la création d'un dossier. Certains, dans les boîtes traditionnelles, c'est déjà des 3000, 5000 juste pour créer Ouais, l'ensemble du c'est truc. clair. À nouveau, on veut juste, avec ce petit fee d'entrée, faire une différence entre ceux qui sont au stade de l'idée et qui n'ont jamais généré de cash, et ceux qui disent, ils comprennent que c'est rien du tout en fait. Et ensuite, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est selon la vision du porteur du projet qui cède son projet. Soit il nous considère comme un IMO-Web, donc un encart sur une plateforme, et il nous paye l'encart selon sa valorisation. Donc on a des tranches de prix selon la valorisation du projet, donc tu paieras peut-être 500 € ton annonce si ton projet vaut plus ou moins 10 000 € ou que sais-je. Et soit tu payes tout de suite ce montant-là et c'est fini, soit tu ne payes rien, mais tu rétrocèdes une commission s'il y a vente. Et la commission est plus élevée. Donc grosso modo, tu dis je paye tout de suite, mais je sais que je paye un montant tout à fait raisonnable par rapport à ce que je pourrais gagner. Soit je paye rien, mais je sais que je paierai plus s'il y a vente, et comme ça tout le monde est gagnant, parce qu'on a prouvé qu'on a trouvé un repreneur, tout le monde s'est mis Mhm. d'accord, et là on a une rétrocession tout simplement. Et commission sur la vente, tu peux donner des fourchettes de prix aux Alors on est clients? plus élevé que le marché, donc le marché bon, qui prend des projets à des millions et compagnie, c'est des 3-5% et ils sont bien contents avec ça. Là on va être sur des 20%, mais c'est une fourchette vraiment qui va dépendre de la valorisation à nouveau. Les projets les plus élevés vont payer moins de commissions, les projets les plus petits vont payer une plus grande commission pour qu'on puisse s'y retrouver quand même. Ouais, mais c'est ça, hein, seul enfin, danger, en tout cas difficulté, parce que tu vois, si je reprends le parallèle avec Dotmarket, à un moment donné, ils avaient lancé, peut-être, je sais pas si tu as suivi, ils avaient lancé Below 50. Donc, c'était une marketplace qui vendait des projets en dessous de 50 000. Mhm. Bah, c'est clair que les efforts pour vendre un projet euh, à 10 000 euros ou un projet à 1 million d'euros, fondamentalement, c'est comme quand tu vends une maison. Tu vois, tu vends Ouais, une maison à 150 000 euros ou une maison à 1,5 million, ton travail, il est plus ou moins le même. C'est mettre une tout à annonce, fait. faire des photos, ou en balancer l'annonce dans ton réseau, faire des visites. Mais le job, il n'est pas Ouais. fondamentalement différent. Ok, tu vas peut-être mettre un peu plus de budget pour une maison à 1,5 million, mettre plus d'annonces, faire un reportage vidéo, tu vois, mais par contre, la commission, on ne Ouais. parle pas du tout de la même chose. Donc, c'est vrai que vous devez trouver un modèle où tout le monde Un s'y peu retrouve, quoi. équilibre, tout à fait. Et donc Ouais. il y a d'autres revenus aussi qu'on est en train de tester, mais c'est un peu des side business du business principal justement. Et par exemple, on teste ici une newsletter VIP. Donc il y a une newsletter traditionnelle où tout le monde peut s'abonner, il n'y a aucun souci. Il y en a une où on demande juste 100 € par an. Donc on en parlait tout à l'heure des gens qui monétisent la newsletter. Mais c'est le contenu qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, on annonce 15 jours avant la publication sur le site les futurs projets. Donc il y a un sentiment d'exclusivité où ils peuvent potentiellement déjà être en contact avec des gens avant même qu'ils soient sur la plateforme. Mhm. Parce qu'il y a certaines opportunités où il ne faut pas tarder, en toute transparence. Et deuxièmement, après la black box, c'est le seul moyen aussi de savoir un peu ce qui est dans la black box. Donc dans la newsletter, on va dévoiler des projets dans certains domaines. Des startups euh, dans la mobilité, qui cherchent un repreneur potentiel, mais ne doivent pas trop le faire savoir, sachez qu'il est intéressé. Donc ça, c'est des manières de savoir des infos aussi vraiment pertinentes sur le marché du reprenariat. Et dans ce cas-là, on demande aussi une petite Mhm. rétribution. Mais maintenant, on est encore en phase de test. Le business model dans 6 mois aura peut-être encore évolué. On essaie de trouver notre position aussi. Et pour l'instant, ça se passe quand même assez bien. J'ai encore plein de questions. C'est quoi votre équipe? Donc ici, le placard est actuellement hébergé par Royamet. Donc on est Ouais. vraiment dans une sorte de... On va en faire probablement une spin-out, donc vraiment le sortir Mhm. et créer la valeur à part, parce que voilà. Mais c'est quand même corrélé aussi, ne serait-ce que par rapport aux gens qu'on a touchés par le passé de Royamet. Donc c'est important à comprendre. Donc, les gens qui travaillent sur Royamet connaissent tous le placard. Maintenant, je suis vraiment à fond sur le placard aujourd'hui. Nora, qui est aussi enfin, c'est une figure de proue de Royamet, va passer tout doucement sur le placard. Et on a aussi travaillé, comme je disais, avec des externes. Charlie et Achille ont par exemple beaucoup travaillé sur le site web, tout comme Louis et Evan à un moment donné. Eux, c'était dans le cadre d'un projet d'étudiant, donc ça c'est encore différent. Et maintenant, on est justement en train d'étendre l'équipe du placard, parce qu'on a des compétences qui vont être vraiment rapidement nécessaires. Et donc, on est en train justement de faire le point sur les talents à intégrer aussi. Donc, en pleine expansion, le placard n'a que 6 mois pour rappel aussi, Mhm. publiquement.
C'est cool. Ben, en fait, je me posais la question, tu vois, avant l'interview, de quoi on allait parler, de qu'est-ce qu'on allait gratter. Mais en fait, je pense que réellement, on pourra faire une édition de newsletter. À mon avis, tu vas pas me dire non. Pour envoyer à toute mon audience le projet, le placard, peut-être un ou deux projets coup de cœur. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire Ah, t'as une guidé. chouette petite édition là-dessus. Et à mon avis, on va reparler après aussi de ton projet parce qu'il y a énormément de synergie avec ce que moi je fais. Tu vois, notamment le côté plus formation, éducation, accompagnement, tout autour de la reprise de projet, parce que moi je fais du coaching À en fond. création d'entreprise, en développement d'entreprise. Donc le lien avec ce que tu fais, déjà, enfin, moi, je deviens, si j'ai envie de voir l'envers du décor du placard, je suis déjà passionné avant de, tu vois, si je devais m'imaginer faire ce que tu Ouais. fais, je trouve ça génial. J'avais une autre question juste qui m'a. Donc, l'équipe, tu as déjà un peu la vision de où tu veux aller avec ce projet? Oui, et en fait, les portes n'arrêtent pas de s'ouvrir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des acteurs du marché qui nous signalent des problématiques où j'y prêtais pas trop attention. Et je me dis, why not? Et là, l'enjeu que j'ai, c'est que je me connais. J'ai tendance à ne pas être focus, en me disant, ah oui, ça c'est trop bien, je vais jumper dessus. Mais là, le placard a. Enfin, je suis convaincu, mais je suis biaisé totalement. Je dois faire attention à rester focus sur notre pilier principal qui est de valider l'offre et la demande qui se passe très bien actuellement, mais je veux aller jusqu'aux ventes. Donc grosso modo, la bouteille de champagne est restée au frais jusqu'à présent parce qu'elle sera sortie prochainement, je pense, mais Hmm. tant qu'on n'a pas prouvé que le placard peut Oui, vendre, oui, je oui, reste sur le bien côté. sûr. Donc ça, il faut modérer la chose. Mais clairement, on nous a déjà tendu des perches dans certains domaines et c'est assez Exemple, intéressant. tu peux. Ah, est-ce que je peux déjà dévoiler les choses? Euh, Ah, j'aimerais te dire beaucoup de choses, peut-être en aparté. Dans 6 mois, ce sera encore beaucoup plus clair. Mais ça touche notamment au domaine des invests aussi. Il y en a qui ont fait un calcul très simple. Donc, il y a un investisseur qui est venu nous trouver, par exemple, qui a dit, mais voilà, sachez que moi, j'investis, on va dire, un ratio assez sommaire dans 10 startups. J'espère que quoi, qu'il y en a une des 10 qui fonctionne pour rembourser les 9 autres. Mais si en plus, sur les 9 autres, il y en a 3 que je peux revendre sur le placard et que je lisse mon risque de portefeuille d'investissement, on va rester au contact. Et donc, il y a déjà des notions, des engrenages où d'autres écosystèmes sont intéressants et intéressés aussi par notre proposition. Et il y a quelques pistes assez chaudes et assez intéressantes à faire. Dans le domaine de la recherche aussi, il y a des choses qui n'ont pas encore été faites et qui sont à haut potentiel. Il De y la a, recherche d'opportunités, tu veux dire? non, la recherche tout court, quand on voit certaines universités qui donnent des fois sur des doctorats qui peuvent amener à des royalties pour eux, mais qui n'arrivent pas à les sortir de leur propre Hmm. tiroir d'une manière ou d'une autre, on nous a déjà sondé à ce niveau-là aussi, disant tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Il y a vraiment des sujets assez intéressants sur lesquels c'est pour l'instant des pistes de développement, où je serais ravi de te refaire un podcast dans 6 mois pour te dire on Ouais, a foncé, mais on n'a que 6 mois sur l'offre et la demande, ouais, entre ouais. guillemets, de reprenariat à moins de 100 000. Soyons focus là-dessus. On a déjà quelques chouettes pistes de développement pour après, vraiment. Hmm. Ouais, je pense qu'il y a plein de synergies dans ce que tu fais et ce que je fais, hein. Tu vois, quand je vois ma newsletter, alors sur les idées de side business, alors clairement, on n'est pas on rentre pas dans les clous de ce que tu dis, avec quelque chose qui ramène du revenu, etc. Par contre, en termes de cible, c'est un peu en partie la même cible, tu vois, Mhm. qui s'intéresse, qui a envie de faire un truc. Est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, tu vois, est-ce que je reprends un truc qui est déjà existant, est-ce que je crée? Il y a des gens qui sont juste dans cette étape de réflexion, tu vois, ils Ouais, savent pas encore trop. ouais, Est-ce qu'ils tout à fait. préféreraient reprendre un truc qui est déjà là? Ben ça, il faut peut-être mettre des sous sur la table, tu vas se dire finalement, ouais, mais non, j'ai pas envie de mettre même les 10, 15, 20, 50 000 sur la table. Ouais. Certainement, je pense dans ton cas, à creuser, c'est effectivement la partie invest, c'est-à-dire partenariat stratégique avec des gens qui vont financer ces reprises. Là, à mon avis, d'un point de vue business, Mhm. il y a certainement des choses à creuser, parce que tu Ouais, vois, clairement. quand j'achète une boîte, je ne vais pas mettre cash, même si c'est 10 000, peux les faire financer évidemment par des institutions. Donc c'est trouver les bonnes institutions. Et Ouais. là, il y a certainement aussi du business clairement à faire. Euh, L'autre point que je veux creuser, c'est aussi, vu que votre job c'est de revendre ces projets, Mhm. ben, c'est quoi votre strat justement? Parce que ça veut dire que vous devez, tu sais, quand tu crées une marketplace, tu as toujours cette notion, ben, tu parlais d'ImoWeb, en tout cas en Belgique, tout le monde connaît ImoWeb, hein, c'est comme se loger pour les Français, tout le monde connaît. Donc l'offre et la demande, elle est là. Il y a suffisamment de gens qui viennent poster leurs annonces, de bien vendre, que de gens qui viennent sur la plateforme pour les acheter. Le placard, ben, c'est nouveau. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent arriver sur le placard pour acheter un business. Donc tu peux avoir un afflux d'offres
parce que tu communiques aux bons endroits et donc les gens en tout cas qui veulent mettre, j'ai pas trop de soucis à me dire que tu vas avoir de l'offre, Mhm. mais la demande et la chasse de peut-être personnes qui seraient les bons profils pour acheter ce projet, notamment par rapport à ce qu'on avait dit, tu vois, bah tiens, j'ai une base de données de X clients, ce serait super intéressant pour ton projet à toi. Enfin, comment il doit y avoir une stratégie autour de ça qui doit être compliquée aussi. En fait, oui et non, et c'est là que je pense que j'ai un avantage concurrentiel sur le marché, grâce à Wymet. Ouais. Wymet, on l'a dit, des gens au stade de l'idée partagent leurs idées folles et des gens qui cherchent des idées prometteuses sont venus chez nous. Si maintenant je contacte des gens qui sont venus il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 4 ans et qui ont, grosso modo, quand tu as une idée, tu as 3 voies possibles. Soit tu cartonnes, idée, projet, startup, scale-up, ça grandit, bravo. Ouais, c'est 3, 4, Ouais, 5%, même pas. ouais. Soit la majorité se prennent un mur parce que pas de marché, parce que pour des raisons tout à fait légitimes, ils arrêtent le projet, qui n'est même pas bon à reprendre. Et là, déjà, dans le côté projet in, ben, tout ce qui est entre deux, ceux qui vivotent, ceux qui ont réussi à démontrer qu'ils ont un chiffre d'affaires, qu'ils ont des clients, mais qui n'arrivent pas à en vivre pleinement, entre guillemets, donc un potentiel sous-exploité, c'est déjà un peu une DB très intéressante où je me dis, Mm. tiens, il y a un point à faire, qui n'a pas encore été exploité. C'est ça qui est intéressant, c'est que les 50 projets qu'on a dans nos dossiers validés, ce n'est que du bouche à oreille sur les 6 premiers mois parce que j'ai balancé un pavé dans la mare en faisant un event ou deux, en faisant quelques posts LinkedIn que j'ai réactivés, j'avais pu utiliser mon profil LinkedIn depuis des mois. Et donc là, c'est que du bouche à oreille. Je n'ai pas encore misé sur la DB de Wymet, mais les gens qui nous suivent sont des gens qui sont connectés à Wymet aussi. Mm. Mais ce qui est intéressant du côté des repreneurs, c'est que bah, si tu as un gars qui vient de session Wymet parce qu'il cherche une opportunité dans laquelle s'intégrer, certains m'ont dit, mais en fait, je suis sensible à des projets plus matures qu'au stade de l'idée aussi. Et donc, il y a aussi une très forte connexion par rapport à ces repreneurs ou associés potentiels de la DB de Wymet et la DB du placard. D'où le fait qu'on est vraiment un sous-produit. Le placard est un sous-produit pour l'instant de la Mm. communauté de Wymet, un side business de Wymet. Donc là, il y a une corrélation déjà intéressante. Deuxièmement, on est vraiment dans une phase où c'est intéressant ce que tu dis là, parce que les 6 premiers mois, j'ai voulu faire que de l'organique, que du bouche à oreille, sans biaiser le game. Les 6 prochains mois, on va commencer à mettre des process SEO, SEA pour dire, tiens, comment est-ce qu'on optimise la machine, parce que je ne veux pas avoir biaisé le game de par le réseau d'OIMET, de n'avoir alimenté que les interactions, que du réseau OIMET. Je veux montrer qu'il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent nulle part. Tu reprends l'image d'ImoWeb, je ne sais pas qui a lancé ImoWeb, mais je sais qu'ImoWeb existe. Et je veux tester un peu ce fil-là aussi les prochains mois. D'ailleurs, on a fait un post à ce sujet-là il n'y a pas longtemps. Et grosso modo, Ouais, tu cherchais un peu des gens autour du SEO, je pense. exactement, Mais ça, parce que je peux te donner un peu avec grand des plaisir. On est contacts. juste, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que s'il y a des gens qui montent dans la barque maintenant, je pense vraiment qu'ils ne vont pas le regretter. Pour un exemple du SEO, simplement. Si on a des acteurs avec qui on travaille sur notre SEO et qu'on prouve qu'il y a un marché autre que dans notre réseau organique, ça se prouve déjà maintenant. Grosso modo, il faut comprendre qu'un projet qui est repris, il y a la première étape, évidemment, tu dépoussières, tu prends soin du produit et compagnie. La deuxième étape, c'est grosso modo, tu vas relancer le SEO, SEA. Et donc, Mm. quand on aura des références aussi, on a travaillé avec eux, bah, je te les conseille aussi. Ça va intéresser pas mal de nos repreneurs qui vont remettre la main à la pâte aussi. Euh, Ouais. donc, soit parenthèse fermée là-dessus. Mm. Et donc, ta question, c'était est-ce qu'il y a des repreneurs? Oui, on a même donc, on vient d'entreprendre à des super événements aussi, où franchement, j'ai même moi, à la base sondé mon entreprise en disant tiens, est-ce qu'on ferait pas ça ensemble? Mais c'est un paquebot qui a déjà aussi leur positionnement. Il y a des acteurs qui ciblent là-dedans. Et en fait, nous, on est des ouvreurs de portes. Donc, tant que les gens veulent ouvrir des portes, il y aura des portes à ouvrir aussi. Et en fait, dernier point, c'est là que je vais arriver. Je me demandais où je voulais arriver. J'ai un phénomène assez intéressant que certains projets dépositaires qui déposent leur projet, ça reste des entrepreneurs. Donc ils ont aussi une casquette de repreneur potentiel. Je vais te suivre parce que je dépose ce projet. Si je le vends, ben, j'ai peut-être un bas de laine que pour reprendre un autre projet. Mm. Et il y a ces gens qui ont, en fait, un peu comme moi, cette mentalité de serial entrepreneur où j'adore slasher et lancer des projets à la chaîne, entre guillemets. Et donc on a aussi des gens qui ont les deux casquettes, cédants et Ouais, bien repreneurs. sûr. Enfin voilà, bref, je Bah, ça, m'emballe. c'est validé déjà sur le marché. Tu vois, si je prends en tout cas, si je prends le marché, de nouveau, je fais le parallèle avec notre market, bah, clairement. Là, il y a quelques jours, on a fait une interview bah, avec deux personnes qui ont déjà acheté, revendu, qui sont encore occupées à sourcer des projets Mhm. quand ils voient que ça fit. Parce que, effectivement, quand tu es plutôt dans une optique de petits projets, parfois tu peux juste être le gars qui a déjà. Ouais. Et je pense que c'est là l'intérêt aussi avec le placard, c'est que tu vois, tu as peut-être un unfair advantage, c'est-à-dire j'ai déjà un projet sur un sujet,
Tiens, hop, ah bah oui, là le placard, merci, je rachète la DB, boum, pam. Et donc, tu es dans une dynamique potentiellement où le coût de rachat Ouais, du business te fait gagner tellement de temps, tellement que en fait le sujet il est là. Il est plus, tu vois, il ouais, est plus tellement dans en fait, je vais racheter juste l'idée, c'est en fait juste je gagne du temps, tu vois. Et le tout à temps fait. dans l'entrepreneuriat, tu vois, le temps de avoir X milliers de personnes intéressées par telle thématique que tu peux tester aussi pour t'assurer que Mhm. effectivement ils sont intéressés par ton autre projet ou en tout cas si c'est très très proche, tu peux te dire que Ouais. clairement ça va être des clients potentiels. Là, il y a plein de trucs super intéressants pour des gens qui voudraient créer des synergies, quoi. Donc, Et donc c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles beaucoup des solo repreneurs, mais on a aussi en fait un autre repreneur typique qu'on a aussi été assez surpris, mais quoique on a déjà une expérience en la matière, ce sont les PME. Et donc il faut comprendre que les PME, les entreprises qui ont peut-être déjà un réseau de distribution, par exemple une équipe commerciale, ce qui manquait pour la plupart des cas dans les projets ACD, sont intéressés de mettre la main sur des innovations de marché, souvent très corrélées à leur portfolio de solutions déjà actuelles qui permettent alors de rajeunir ou à des problématiques que leurs clients connaissent et là, boum, une nouvelle solution à leur proposer. Donc ça, c'est un excellent match parce que, grosso modo, on externalise limite leur département recherche et développement et hum, plutôt que investir énormément in-house, ben en fait, ils peuvent rapidement mettre la main sur des choses qui ont déjà fait leur maladie de jeunesse, on en parle souvent aussi, avec des projets vraiment au potentiel où eux, ils ont souvent les pièces du puzzle qui manquent. Et by the way, si je veux vraiment être complet, il y a une boîte qui était très transparente et ils m'ont dit, mais en fait, vous imaginez pas, on a 3 avantages à racheter des projets ici. C'était en fin d'année 2024, donc ils étaient en négociation à ce moment-là parce qu'ils avaient un bénéfice annoncé comptable. Mais en fait, si on a un bénéfice annoncé de 70 000, mais si on rachète un projet à 50 000, boum, on diminue le bénéfice et on est moins imposé, donc on gagne littéralement du cash, un peu une optimisation fiscale. Deuxièmement, nous sommes une PME, donc on n'est plus aussi sexy qu'avant, mais faire l'acquisition d'une startup, c'est un excellent coup de com, un bon article de presse qui pourrait s'en suivre. Et troisièmement, tous les stakeholders, clients, fournisseurs, même investisseurs de la PME potentielle, ah tiens, vous avez fait l'acquisition d'une startup, top ça, ou même d'un projet, de startup, peu importe, on a vraiment confiance en vous, on est content d'être partenaire avec vous et compagnie. Donc vraiment, on parle beaucoup des solopreneurs, mais on a aussi ce secteur-là qui est assez intéressant où c'est du B2B et de la fusion-acquisition dans ce cas-là, tout simplement. ouais, non, mais c'est ça que je disais, quand on ouvre la boîte de cet univers du reprenariat, de la reprise, du développement d'entreprise, c'est hyper large. Et aujourd'hui, clairement, la croissance passe par la croissance externe et va passer de plus en plus par le rachat, je suis convaincu, euh, va passer par le rachat de micro-assets. Tu vois, je suis persuadé, dans les années à venir, ce sera logique de racheter une chaîne YouTube. Tu vois, le gars qui a fait sa chaîne YouTube, il a 300 000 abonnés, il en a marre de faire ses vidéos toutes les semaines. Mais voilà, les gars, j'ai 300 000 abonnés qui sont intéressés par telle thématique. Mhm, Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui vont, je pense, qui vont émerger, clairement. qui sont liés directement ou indirectement au placard, mais clairement, on est dans le même genre de dynamique, en tout cas, de reprendre des choses qui sont là, qui ont de la valeur. Peut-être plus pour celui qui l'a initié, mais par contre, beaucoup plus pour d'autres. Euh, voilà, par rapport à l'écosystème. Dans la dernière partie, et vous avez vu, on a eu un petit souci de lumière, vous êtes rendu compte, on fait des tests sur des nouveaux setups. Dans la dernière partie, j'avais envie d'aborder un peu les projets qui sont en vente sur le placard. Tu pourrais me dire un peu, tu sais, pour donner envie aux gens de venir voir ce qui se passe, des petits coups de cœur ou des projets, tu dis, c'est pas possible, ce truc, il a un potentiel de dingue. Go, dis-moi un peu, c'est quoi tes, ou des Mais exemples de trucs qu'on peut trouver, tu vois, pour balayer un peu le. oui, tout à fait. On va faire des exemples. Parce que des coups de cœur, sincèrement, selon la mentalité et la vision de chaque personne, tu auras un coup de cœur très différent. Ouais. Moi, c'est des coups de cœur aussi sur leurs aventures entrepreneuriales où je me dis en fait ça fait sens et je comprends pourquoi tu fais appel à nous. Par rapport à ta thématique de side business, il y a des gens, c'est littéralement des side business. Donc, allez, anecdote sur anecdote. Liege, par exemple, c'est la savonnerie qui fait des produits liégeois, des savons, mais qui n'est pas que liégeois aussi. Euh, c'est déjà une reprise qui a été faite par le passé. Donc, grosso modo, c'est Philippe qui a racheté ce produit-là parce qu'il était lui-même consommateur des artisans de l'époque. Et c'était vraiment une conception artisanale, où c'est on va même dire des artistes qui ont créé un produit hyper Mhm. sympa, mais il manquait de structure. Et donc, ils ont fait savoir à leur communauté qu'ils arrêtaient. Philippe a dit, vous ne pouvez pas arrêter votre produit de qualité, je reprends. Et lui a optimisé les process. Donc il a gardé la recette miracle des produits faits par des artisans, des artistes, et il a mis tout ce qui est, bon, pour pas citer, il a mis toute une ERP avec Odoo et compagnie, donc il a mis les process en route.
Il est consultant. Donc lui, grosso modo, il fait des missions à gauche à droite. Et by the way, en side business, il avait une savonnerie. Donc c'était assez drôle le truc. Mhm. Et maintenant, il est arrivé à un stade de maturité où il dit, mais j'ai fait mon rôle. Donc l'artiste est passé. Le gars qui fait la réglementation, les process est passé. Si maintenant quelqu'un veut reprendre Marketing. et se lancer là-dedans, en effet, c'est le commercial, le développement qui va maintenant être intéressant. Il continue à faire du chiffre d'affaires. Ça reste son side business, mais vu qu'il a toujours son business principal qui prend le relais, là, il cherche à céder son entreprise. En termes de coup de cœur, en termes d'aventure, on a aussi Roule qui a intégré il n'y a pas très longtemps le portfolio. Roule, c'est typiquement les projets placards. C'est un gars qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait. Donc, c'est un designer industriel qui a créé un produit de dingue. C'est des remorques pour vélo, hyper compact, hyper solide. C'est la Ferrari des remorques pour vélo. C'est vraiment le truc, tu te dis, mais c'est vraiment dingue ce qu'il a fait. Il a même gagné un prix Eurobike, donc qui est un peu la grand-messe Mhm. du domaine cycliste. Et depuis, en fait, il a une vente par semaine, une vente tous les 2 semaines selon la période. En hiver, il va un peu moins qu'en été. Mais c'est un truc de dingue, sachant qu'il fait zéro effort commercial. Mhm. Ce type est passionné par le design industriel et créer des produits. Donc il m'a dit, je veux créer des nouveaux produits. J'ai fait le tour de la mobilité douce, ou quoique je peux créer encore des produits dans le domaine de la mobilité douce. Mais s'il y a un gars qui a un bon sens commercial ou un bon réseau dans le domaine, qui prenne le projet, il s'amusera beaucoup. Je veux juste continuer à générer les autres idées. Mhm. Donc c'est des gens comme ça à qui on a affaire. C'est pas pour des raisons de mise à la retraite, maladie ou que sais-je. C'est juste, ils passent à d'autres chapitres. Et ils ont fait une sorte de deuil entrepreneurial hyper mature. Dans certains cas, ils sont même pas contraires à garder des parts parce qu'ils disent tiens, peut-être que la figure de proue est nécessaire pour le bon suivi et Ouais, compagnie. clairement. Donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là aussi. Enfin, je pourrais partir dans tous les sens, mais il y a vraiment des chouettes pépites là-dedans. Ouais, ben on va aller voir ça. Et c'est vrai, tu vois, ça refait le lien avec OIMET, avec, tu vois, c'est clair que les projets, enfin, le succès d'un projet, c'est un cocktail de plein de choses. Et souvent, c'est ça, c'est que beaucoup de projets, en fait, ne trouvent pas ce petit truc, tu vois, vraiment qui manque Ouais. pour passer de l'étape de, c'est un chouette petit side business, mais à un moment donné, tu vois, le rapport temps, effort, revenu, charge mentale, etc. On se dit, bon, Mhm. finalement, je ne suis pas la bonne personne. Et à l'inverse, la personne qui arrive qui dit, putain, comme tu dis là maintenant avec Roule, tu te dis, mais là, c'est un truc de dingue. Moi, avec ce que moi je connais, ce que je sais faire, c'est parti, quoi. J'ai Exactement. plus qu'à lancer la machine, quoi. Ouais. Et donc, ce matching, bah, du coup, aussi, OIMET, trouver les bonnes personnes et faire le matchmaking, euh, ouais, il y a vraiment un truc, je pense, encore à creuser certainement dans le futur pour que les projets, enfin pour trouver les bonnes personnes par rapport aux bons projets, faire Mhm. ce matchmaking au sein du placard, parce que c'est ça qui va faire qu'aussi que bah, vous allez vendre plus facilement évidemment les projets, quoi. Tu m'as demandé de me présenter au tout début, j'avais dit quoi? Entremetteur d'entrepreneur. Et on m'a caricaturé pardon, comme ça à se me passer, et c'est exactement ce que tu viens de définir, Hmm. littéralement. Donc voilà. Bah, en tout cas, un tout grand merci Mathieu, c'était un épisode en tout cas pour moi passionnant. David, mais c'est pas grave. Je suis parti sur Mathieu tout à l'heure et Ouais, non, c'est... non, non, mais quand j'ai fait deux, trois références avec Mathieu, c'est pas grave, excuse-moi, oui, David. Un tout grand merci David, on coupera peut-être au montage. En tout cas, un tout grand merci David pour cette interview. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à échanger avec toi et à mon avis, on aura l'occasion de voir la suite des aventures et de suivre un petit peu l'aventure du placard. On mettra évidemment tous les liens en commentaire vers le placard. Et puis je te propose de faire une édition aussi écrite où on va peut-être décortiquer un projet ou l'autre pour évidemment encore plus donner envie aux gens peut-être de racheter, de passer vraiment à la case achat d'un projet. Et puis à suivre quand tu ouvriras ta bouteille de champagne pour l'ouverture, enfin la première vente sur le placard. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec la suite de ce projet et certainement des belles synergies à faire ensemble pour la suite, quoi. Bah, top, bah, merci, et, merci à tous. J'espère que ça a été intéressant, que j'ai pas dit trop de bêtises aussi, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi, la porte est toujours ouverte. Et peut-être juste un tout dernier mot de la fin, si toi tu veux tu veux faire passer un message, tu vois, à ceux qui nous écoutent, qui, tu sais, qui ont peut-être pas encore lancé leur projet, qui hésitent, c'est que tu auras un conseil à donner. J'aime bien te demander, voilà, le dernier petit conseil pour les gens qui ont envie de se lancer. C'est quoi toi ton meilleur conseil? Il y en a qui disent toujours oser, moi j'ai une autre version, c'est plutôt pas de regrets. Je déteste vivre avec des regrets en disant ah tiens ça c'est un truc, ah, j'aurais pu le lancer. Ah c'est vrai que j'avais cette idée-là dans mon calepin et à l'époque. Oui mais fais-le, pas de regrets. Point. Ok, voilà, vous avez tout compris. Pas de regret, allez-y, lancez-vous, testez.
Vivez l'aventure entrepreneuriale, c'est tout ce que, en tout cas, on vous souhaite. Et voilà, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre peut-être la suite des aventures de David et des autres interviews. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.